Très bien, merci. Très beau panel. On a 40 minutes pour essayer de faire le tour de la question. Donc veuillez s'il vous plaît poser vos questions rapidement sur la plateforme et le QR code s'affiche entre-temps. Alors, aujourd'hui, les principales cybermenaces qui pèsent sur les entreprises et les institutions en Algérie, comment peut-on les présenter? C'est une question qui est un peu ouverte à tout le panel. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ces cybermenaces? Quelle est la tendance? Quels sont les dangers? Où on se situe? C'est vraiment une question bateau, j'ai envie de dire, pour un peu ouvrir le débat. Et puis nous allons, bien sûr, au fur et à mesure, aller vers le détail. Je vous en prie. Monsieur le Mouchi, peut-être? Fadl. Merci, Monsieur Lahari. Bonjour à tout le monde. Vous rapprochez le micro. Voilà. Donc, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec l'évolution technologique qui avance, c'est-à-dire les cyber-adversaires, les cyber-attaquants, ils peaufinent un peu leur stratégie pour déstabiliser des organisations, des entreprises. Merci. Donc, on connaît un peu le panorama des cyberattaques actuellement qui sont par le monde. Donc, il touche à la fois les entreprises, qu'elles soient économiques, qu'elles soient industrielles. Il touche également les institutions, tout ce qui est étatique et les organisations gouvernementales. Donc, pour situer un peu le contexte de l'Algérie, on ne peut pas rester en marge de ce qui se fait dans le monde. Donc, nous avons des entreprises qui sont à caractère économique, à caractère industriel. Donc, ils sont assujettis également à toutes ces attaques. Nous avons également des organisations étatiques qui font l'objet également d'attaques. C'est-à-dire qu'il faut situer un peu le contexte de l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays, c'est-à-dire qui a été des convoitises de par sa position, de par stratégique, de par ses richesses, de par ses positions, bien sûr, politiques. Donc on ne peut pas rester en marge de ce qui se fait. Donc on évolue quand même dans un contexte qui est régional, international. Hein. Donc il faut voir juste la position géographique de l'Algérie pour avoir un peu une idée sur ce qui est les menaces qui nous guettent. Donc ça nous incite à plus d'un titre hein, de développer des stratégies pour contrer toutes ces attaques-là. Donc, c'est-à-dire, depuis quelques années, c'est-à-dire les pouvoirs publics, donc, ils sont conscients un peu de ces menaces-là, avec bien évidemment les projets de numérisation, de digitalisation de tous les secteurs. Donc, comme vous savez, la numérisation, c'est elle qui produit un peu la donnée. Et la donnée, si je puis dire, c'est la matière première de tout ce qui est cybersécurité. Donc, on ne peut pas concevoir un processus de transformation digitale sans prendre en compte un peu l'aspect sécurité. Donc, on assiste quand même à une... Assez court, comme ça on pourra faire assez... Ouais, tu vois. Les menaces qui nous guettent sont connues, c'est des menaces d'ordre criminel, tout ce qui est phishing, tout ce qui est évasion d'identité, sont connues, hein, tout ce qui est ces menaces d'ordre qui sont, c'est-à-dire destinées envers des États, tout ce qui est déstabilisation, tout ce qui est déstabilisation économique, industrielle, tout ce qui est également, on parle ces derniers temps, tout ce qui est attaques furtives, hein, qui utilisent des équipements qui sont un peu à l'obsolète comme ça pour déstabiliser des organisations. Il faut savoir également un peu que, c'est-à-dire le plus dur pour les attaquants, donc c'est de pénétrer un système une fois installé, et il leur suffit quelques secondes. Donc la meilleure façon pour contrer ces attaques-là, il faut connaître l'adversaire, hein, il faut le connaître, et après, il faut préparer une stratégie pour contrer un peu ce... Voilà. Alors, Monsieur Kalkar, l'Algérie a pris des mesures pour renforcer la cybersécurité, lutte contre ce phénomène, notamment à travers une réglementation, une gouvernance des données. À votre avis, aujourd'hui, quels sont les défis et les axes d'amélioration qu'on peut mettre en avant? Bonjour à tous, merci pour cette invitation et merci pour nos chers collègues intervenants et la scène. Suivant ce qu'a dit M. Slimane, c'est très sensé. L'évolution ici de la digitalisation, de tout ce qui est traitement de données, qui est maintenant, on va dire, la cible pour certaines attaques externes.
il y a un vrai défi. Le pays aujourd'hui est en train d'ingérer certaines données, beaucoup de données, qui est en train de traiter, qui est en train d'évoluer, qu'il faut qu'il analyse, qui essaye de gérer cela. Si on va parler dans un aspect qui va suivre cette donnée-là, c'est l'aspect sécurité, bien sûr. La cybersécurité ou l'information security. Il y a tout l'aspect. Donc, si on connaît nos données, on connaît nos actifs, on pourra les sécuriser. Il y a toute une phase de reconnaissance de ce scope. Si on ne connaît pas cela, on ne peut pas protéger quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y a plusieurs méthodes de la sécurité. De partant de la détection de ces incendies-là, de ces intrusions-là, il faut passer par cette étape-là. Il y a cette donnée-là, elle est ciblée par un gouvernement, par des attaquants, par des personnes malveillantes. Il faut se préparer à ça, mais avant tout, préparer la stratégie, préparer une gouvernance d'entreprise. Qui est le responsable de cette donnée? Qui sont les responsables de la sécurité au sein de l'entreprise? Quelles opérations utiliser? Quels standards on va utiliser? Est-ce que c'est du 27.1? Est-ce que c'est du NIS CSF? Est-ce que c'est un mélange des deux? Et comment prévoyons de se défendre? D'accord. Je pose la question maintenant à Menad Oushnir, avec le développement des Smart Cities, l'IoT, on le voyait ce matin avec les deux premières présentations de la matinée. Les risques spécifiques en matière de cybersécurité aujourd'hui, comment les anticiper finalement? Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Déjà un petit mot de présentation, puisque Smart City c'est un terme extrêmement large. Pour faire très simple, j'accompagne des décideurs publics à se poser les bonnes questions sur la transformation numérique de leur territoire, que ce soit une ville ou un pays ou autre. Alors sur les cyber-risques, on parle souvent, quand on parle Smart City, on va tout de suite vers l'IoT, qui est un seul des... ce qu'on appelle des enablers technologiques, pardon pour l'anglicisme, de la Smart City ou des territoires intelligents en général. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est faire un léger pas de côté ou même prendre un peu plus de hauteur, puisque en termes de menaces relatives aux infrastructures numériques, on se concentre dans 90% des réflexions et de la littérature qu'on trouve ici ou là sur le cyber-risque à l'état pur, c'est-à-dire l'attaque malveillante, soit d'une puissance étrangère, soit d'un groupe cybercriminel, etc. Et là-dessus, donc on le voit ici depuis hier, et puis on le verra encore jusqu'à demain, on a pléthore de parades. En revanche, ce que j'amène très régulièrement mes interlocuteurs à envisager, c'est ce qu'on appelle la sécurité totale. Puisque, donc bien sûr, on a la menace cyber, on ne va pas revenir dessus, mais vous avez aussi d'autres types de menaces. Tout simplement, la menace géopolitique, la notion de stabilité. Certains pays n'ont pas la stabilité de l'Algérie, malheureusement, et ça crée des risques supplémentaires, puisque quand vous avez, si on prend récemment le Gabon ou autre, des changements de pouvoir, eh bien, ça engendre un risque relatif aux infrastructures et aux ressources numériques. Mais vous avez aussi des risques plus spécifiques à notre époque. Je prends le risque environnemental, puisqu'on construit actuellement des data centers, par exemple, et on a déjà des infrastructures de fibres ou des antennes relais. Mais si vous avez une catastrophe climatique qui survient, ce qui n'arrive jamais à part à Los Angeles, et on l'a vu malheureusement dans les incendies en Kabylie il y a quelques temps, là aussi vous avez des infrastructures numériques qui sont à risque et qui viennent mettre à risque toute la politique numérique et les démarches numériques entreprises sur nos territoires. Donc pour répondre à votre question, la menace elle est protéiforme. Elle n'est pas que cyber, loin de là. Selon moi, c'est vraiment 20 à 30% de l'ensemble des menaces qu'on pourrait envisager, puisqu'il y a aussi d'autres sujets comme la malveillance ou autres, purement humaines, et le facteur humain, ne serait-ce que d'avoir des gens bien formés. Hein, quand on va aller bricoler une antenne relais, il faut avoir les personnes qui savent ce qu'elles font. Mais soyons plus larges et envisageons la notion de sécurité totale, qu'elle soit physique ou numérique. Et donc envisageons également des cadres législatifs, réglementaires qui prennent en compte cette fameuse sécurité totale. Voilà, Très bien. J'espère que je n'ai pas été trop long. Parfait. J'ai aussi donné la parole à Tahar Amin Al-Hawari. Les grandes entreprises aujourd'hui investissent énormément dans la cybersécurité, c'est connu, c'est avéré. Ce n'est pas le cas pour les PME et tu sais qu'elles sont vulnérables. Alors comment justement aujourd'hui trouver les bons mécanismes pour que ces petites et moyennes entreprises s'intéressent de plus en plus aux aspects cyber? Okay, thank you for the invitation. Pleasure to meet everybody. I speak English, so Yes. I would like to It's okay. answer all questions in English.
So nowadays, the majority of these challenges that face the small and medium businesses comes to a lack of resources. Mainly, the lack of resources concerned with financial resources, because small companies cannot invest like hugely in these like advanced technologies or even like AI-backed technologies like the previous conference. So most of these companies are trying to approach open source security solutions. And this is one of the good things that we have in our, let's say, information security community as a, let's say, a global scale. So most of these solutions can be integrated by only having, let's say, bare metal infrastructure. So by only having a server, you can integrate the different types of security solutions that you might need in your information system. But at the same time, information security is not only about integrating solutions, because we usually, especially in Algeria, we sometimes forget the other important aspects. Like most of companies think directly like, okay, let's get an antivirus, let's get a firewall, let's get an EDR, DLP, whatever the type of solution you want. But all of these technologies cannot work without the proper processes and people as well. So here we have two other challenges, so people and processes. Now, when it comes to processes, these companies usually do not have a formal procedure in how to handle this type of incident, how to handle this type of event, how to log a user, how to properly accord, let's say, identity and access for the different personnel. And at the same time, we do have people. So in Algeria nowadays, unfortunately, we do have a leak of skilled people. Like we all know, let's say, Hijrat al-Admira. So we have too many people are leaving the country. So this makes us vulnerable because we do not have the sufficient resources that will be helping our companies, advising them, auditing them, and so on, providing that extra added value on top of security solutions. So in this case, as an example, we can rely on coordination and cooperation with the different organizations that do exist in Algeria. We have some governmental ones, and we do have non-profit ones. So if we talk about the government side, we do have the ASI and CNOSI, l'Agence de sécurité de systèmes d'information, et le Conseil national opérationnel de la sécurité de systèmes d'information. So these two, let's say, important organizations in Algeria, they do exist under, let's say, the casket of the Ministry of National Defense. They are helping coordinate efforts in terms of incident response and security operation capabilities in order to help mitigate these risks, whether they are internal or external, because when we talk about security risks, we usually talk about threats and vulnerabilities. So these vulnerabilities can be technical or people-related vulnerabilities, but when it comes to threats, we usually talk about cyber attacks from the outside. But at the same time, we do have insider threat, and this context is rapidly evolving, especially during the last years. And one of the best solutions in terms of insider threat is going for a zero-trust strategy. And I repeat, a zero-trust strategy, not a ZTNA solution, because too many people do usually misunderstand the difference between the concept of zero trust, like never trust, always verify, and ZTNA solutions like major technology providers do provide. And at the same time, we do have to keep on relying on let's say, non-profit organizations such as OWASP Algiers, CSA, and so on. These chapters are usually part of global organizations that are working to advance the profession by providing free trainings, resources, like Mehdi said, standards, frameworks, and so on. And usually we try to close the gap in terms of security awareness, because this is also one of the major concerns, whether it is for small and medium businesses or even for huge corporates or even multinational ones. Thank you. Okay, thank you. We can switch in English, French, both. No worries. Ok. Alors, les questions du public, je les pose aussitôt pour gagner du temps. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons un écosystème en Algérie, un écosystème IT, qui offre ou qui propose une offre cybersécurité de protection des données pour une petite entreprise de moins de 10 collaborateurs? Oui, allez-y, c'est des questions ouvertes. Là. Oui, bonjour tout le monde. Oui, ça existe. Ça existe, ouais. C'est des solutions qui commencent de 1 jusqu'à de grandes entreprises. Donc, moins de 10 collaborateurs, ouais, ça oui, existe? Ça existe, oui, ça existe. D'accord, très bien. Pourquoi est-il impossible de développer un système antiviral en Algérie? Je peux revenir à la question d'avant? Laquelle? Rapidement, celle de 10 collaborateurs. Ah, les 10 collaborateurs, oui.
Est-ce que l'écosystème IT de l'Algérie offre ou donne une offre cybersécurité de protection des données pour une entreprise de moins de 10 collaborateurs? Donc, dans ce cas-là, en fait, généralement, si vous allez acheter des produits avec moins de 10 collaborateurs, les prix peuvent être assez chers pour les petites entreprises. Donc, ce qu'ils devraient faire, c'est travailler avec des sociétés qui offrent les solutions de sécurité comme service. Donc, généralement, ils sont plus basés sur leur consumption base. Donc, ils vont juste leur vendre ce qu'ils ont besoin par rapport au nombre de collaborateurs et la taille de l'entreprise. D'accord. Donc, ça permettra d'accéder à des solutions de cybersécurité que les grosses compagnies peuvent accéder à moindre prix. Très bien. Je reviens à l'autre question. Pourquoi est-il impossible de développer un système antiviral en Algérie? Non, c'est possible de créer un système antiviral en Algérie. Je ne pense pas que ce n'est pas possible. C'est juste pour mettre les moyens. Il faut encourager aussi les startups à le faire. Parce que c'est juste, jusqu'à maintenant, personne n'a investi pour développer ça, c'est tout. Je pense que c'est pas un problème. Allez, on pose les questions parce qu'il y en a beaucoup, donc on va essayer de poser le maximum et des réponses assez brèves. Comment garantir la sécurité lors de la création d'un outil d'automatisation des réseaux multisites avec un outil open source? Là, c'est vraiment technico-technique. Hein. Alors, bonjour, messieurs. Alors, pour les solutions d'automatisation open source, il y en a pas mal. Ouais. Donc, on peut le faire. En fait, pour automatiser les process, il y a des plateformes, tu as Argo CD, Argo Workflow, il y a Airflow, il y a plein de solutions d'automatisation qu'on peut utiliser en open source et qu'on peut développer des solutions pour automatiser les réseaux, en fait. D'accord. D'autres réponses? Oui, allez-y. Merci. Here, just to provide a brief answer, we have a concept that's called ESP. Usually, it's used in France. C'est l'intégration de la sécurité dans les projets, or we can say it in English, secure software development lifecycle. So we have to integrate the different security controls, processes, and so on, starting from the conception of your business or IT-related project. So one of the things that I recommend you to go to is the NIST SSDF, the Secure Software Development Framework. It is one of the major frameworks that are freely available. You can download it, use it, and start following its different guidelines. And you can also refer to the OWASP, the Open Worldwide Application Security Project frameworks, referentials, and toolkits. They can also help you choose the appropriate security measures. But do implement them based on a risk management approach. You have to do your risk assessment exercises, identify your risks, analyze them, evaluate them, and based on your results, you will be able to choose the appropriate security controls to put in place during your technological or even your business process. That's all. OK. Est-ce que l'implémentation de RNSI suffit pour faire face aux risques cyber qui entourent l'Algérie et les institutions publiques? Je dirais que c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Nous avons besoin d'un référentiel national de sécurité des systèmes d'information, c'est-à-dire celui qui existe actuellement, celui de 2020. On attend la promulgation récemment, ça va venir de celui de 2025, qui va être promulgué. 2020. Donc, voilà. Ça fait 5 ans. Exact, voilà. Donc, on aura un peu les grands axes à prendre en considération. Mais pourquoi c'est une condition nécessaire et n'est pas suffisante? Parce que la vision de la cybersécurité et de la sécurité en général des systèmes d'information, avant qu'elle soit technique, c'est d'abord une vision. C'est très important. Il faut que cette vision-là, qui émane un peu des pouvoirs publics et du top management, qui soit un peu c'est-à-dire conscient par rapport aux dangers qui guettent un peu les institutions et les organismes. Chaque entreprise est intelligente à part. Donc il faut chacun identifier un peu les menaces qui les guettent. Pas forcément c'est les mêmes menaces pour chaque organisation. Donc il faut connaître un peu son adversaire pour mieux développer sa stratégie. Ça c'est très important. Dire que passer par un audit organisationnel, pourquoi pas, ça c'est très important. Hein, de faire un audit pour une organisation, de voir un peu quels sont les points forts, les points faibles, les faiblesses et les points forts. Pérenniser et conserver ce qui bon fonctionner, essayer de le conserver, de le pérenniser en fonction de le sécuriser, et les points qui sont faibles, essayer de les remédier. Après, maintenant, définir quels sont les leviers stratégiques pour asseoir
une stratégie sécuritaire pour telle ou telle organisation et décliner ça en plan d'action. Faire toutes les actions, prioriser quelles sont les plus urgentes et les faire et inscrire la stratégie sur le temps. Après, quand on a fait ça, c'est utopique de répondre, de faire face à toutes les menaces, ce n'est pas possible. Mais essayer de bloquer les plus virulentes, ça c'est très important. Après, quand on assoit comme ça, on va asseoir toute une stratégie au faire, c'est là où le travail il commence. Ce n'est pas parce qu'on a le meilleur logiciel au monde qu'on est sécurisé. Ce n'est pas possible, il faut enlever dans la tête. C'est dans l'organisation, dans l'opération de process. Donc, qui fait quoi? Il n'y a pas de chevauchement, il n'y a pas de... Ça, c'est très important. Avoir une organisation d'entreprise ou d'une institution qui répond aux normes ISO, ça, c'est très important. On va le faire. Et il faut le faire, c'est très important pour qu'il n'y ait pas du double mode de fonction qui fait quoi? Attribuer, définir les missions tout à chacun dans cette entreprise pour qu'il n'y ait pas cafouillage. Après, quand on aura fait ça, pardon, je termine avec ça, c'est-à-dire c'est là où commence le vrai travail, se remettre en cause plutôt en tant que de besoin. Faire de la veille, faire des audits régulières, ça c'est très important parce qu'il ne faut pas rester réactif parce qu'une fois le mal il est fait, il faut essayer de sauver ce qui reste. Après, il faut être très proactif. Ça c'est très important pour voilà, identifier un peu de masse qui peuvent éviter. Très bien. Non, on passe sur les autres. Ah, autre question, d'accord. Avec l'essor de l'IA générative, quels sont les risques majeurs pour la vie privée des utilisateurs et comment pouvons-nous garantir une utilisation éthique et sécurisée de ces données et technologies? Alors, il y a quelques éléments pour l'IA générative dont on a déjà vu un emploi pour de la cybermenace, notamment la simulation de voix, enfin les deepfakes, bien sûr vidéo, mais aussi la synthèse de voix où vous recevez potentiellement des messages de votre proche ou ce qu'on appelle l'arnaque au président, un message vocal du patron qui vous demande de faire des virements. Donc, et on a également un autre élément plutôt amusant, c'est qu'auparavant on recevait tous des emails très mal écrits qui nous demandait de virer des sommes incroyables. Et l'IA générative a permis maintenant d'avoir des emails de ce type-là très bien écrits dans un arabe ou un français impeccable. Et ce qui rend, pour certaines personnes en tout cas, un peu plus difficile la détection. Donc elle a déjà été utilisée à des fins malveillantes et elle le sera encore. Et de toute façon, peu importe la technologie que vous mettez à disposition d'acteurs malveillants, ils les utiliseront. Là n'est pas le sujet. Pour s'en prémunir, il y a encore une fois, différents aspects. Bien sûr, l'éducation de la population, ça c'est indispensable et peu importe le sujet, si je puis dire, ça fait partie des leviers principaux qui ne coûtent finalement de moins en moins que d'éduquer les gens à la menace cyber et à l'éviter. Mais vous avez aussi une dimension législative réglementaire. Vous avez ce qu'on appelle un rapport risque sur profit quand il s'agit d'opérer un acte malveillant. Qu'est-ce que je risque si je me fais prendre? Qu'est-ce que je gagne si je me fais pas prendre? Ce rapport, l'inverser, donc pour avoir un risque extrêmement élevé, c'est le cadre légal et les sanctions qui s'appliquent, c'est-à-dire potentiellement, comme dans certains pays, d'ailleurs notamment en Asie, la criminalisation des actes de cybermalveillance. Et en ce sens, en inversant le rapport risque sur profit, on ne va pas éliminer la cybermenace, mais on va la réduire drastiquement, puisque les acteurs les moins téméraires, les moins criminels, c'est-à-dire celui qui passait par là, il va se dire que s'il fait ça, il risque très gros. Donc voilà en synthèse. Ok, d'autres questions, il y en a beaucoup. À quel point peut-on faire confiance aux éditeurs de cloud pour la cybersécurité? C'est un sujet très intéressant, vu l'actualité ici en Algérie où le cloud est vraiment quelque chose de demandé, de ne pas acquis. Le cloud, le fournisseur cloud comme un autre, si je parle d'ici de cloud privé ici algérien ou cloud Microsoft Azure, AWS, Amazon et autres, il faut vraiment avoir le processus de faire le contrat SLA, Service Level Agreement, où il y a possibilité ou voir vraiment les clauses d'arrangement entre le client final et le cloud provider. Donc tout ce qui est clause business continuity, quels sont les points d'attache ou points d'attente que le client veut. Une certaine, il va proposer, il va mettre dans son contrat que le service doit être à 99% available.
Donc ça, tous les clauses, après, pour voir la maturité du cloud, il faudrait faire des audits ou demander un audit dans le cas du client. D'accord. Là, alors, the question, ça c'est la question. La séparation des tâches entre DSI et RSSI, rôle et responsabilité de chacun. Oui. Pour avoir été DSI, je peux vous en parler. Il fut un temps où le poste de RSSI pouvait être quelque part assumé par le DSI. Ce temps est bien révolu. C'est ça. Il était déjà, selon moi, ça n'a jamais été vraiment le même métier, quoi qu'il en soit. Mais l'évolution alors, déjà de la menace cyber, bien entendu, mais surtout de la fonction même de RSSI. Puisque maintenant on a une profusion, que ce soit d'ailleurs dans tous les pays du monde, de normes, de règles et de solutions, puisque la menace est vraiment hétérogène, fait que vous avez besoin d'avoir un RSSI à plein temps. Alors après, il y a différents modèles. Vous pouvez l'avoir ce qu'on a in-house, c'est-à-dire au sein de l'entreprise, et il y a également maintenant de plus en plus de fournisseurs, de prestataires qui permettent d'externaliser la fonction de RSSI. Donc ça relève des choix internes à chaque organisation, mais au niveau du secteur public et d'un gouvernement qui soit local ou national, naturellement, il faut avoir des RSSI maison, puisqu'on a des spécificités du secteur public qui, selon moi, ne permettent pas d'externaliser cette fonction. Ok. Je peux rajouter un truc? Bien sûr. Oui, c'est une question très intéressante. Maintenant, le DSI, il faut d'abord le définir dans une entreprise, définir la direction, ses objectifs. C'est aussi ses objectifs, son hiérarchie dans l'entreprise. Et est-ce qu'il a la possibilité de définir des budgets, d'assister? Moi, je pense que actuellement, on n'est pas arrivé là. Il y a quelques entreprises en Algérie privées qui ont un DSI qui est capable de tracer une stratégie cybersécurité, définir un peu le risque, définir les risques, des budgets, décider ou non. Voilà, c'est vraiment, je pense, limité. Il ne faut pas se mentir. Le DSI, il n'y a que le nom qui est un bon directeur des systèmes d'information ce qui montre qu'il a un certain poids, mais réellement, ça dépend d'un contrôleur de gestion, un directeur des finances, un comptable. Ça dépend parfois des organigrammes des entreprises. La majorité, on va dire la majorité. Il faut dire la vérité. Le RSSI, maintenant, où on va le placer, quelles seront ses tâches, ses responsabilités. Moi, je pense que ce sera le challenge, c'est de redéfinir ces postes dans les institutions. D'accord. Mazel, la musique, il reste encore des questions, donc il y a les petites 10 minutes encore avec ce beau panel. Comment la cybersécurité peut être un moteur de digitalisation dans le paysage applicatif en Algérie? Paysage applicatif. Alors, quand on développe des applications, il faut s'assurer que ces applications-là soient sécurisées, conformes. Elles doivent être conformes à des bonnes pratiques. Donc, il y a tout un process qu'il faut suivre. C'est lourd. Donc, la cybersécurité reste importante pour assurer la continuité des services, la non-alternation des données et assurer un service continu. Donc, ça, c'est aussi un apport considérable de la cybersécurité. D'accord. Comment peut-on... Vous voulez répondre? Allez-y. Je rajoute juste, rapprochez le micro. ouais, je rajoute juste un petit aspect. C'est-à-dire que c'est vrai que le RSSI maintenant, c'est-à-dire que c'est une fonction qui devenait à part. On ne peut plus la confier ou bien sous la coupole du DSC. Après, dans les process de transformation digitale, c'est-à-dire on a tendance à chaque fois, quand on a un projet devant nous à réaliser, de réaliser le projet infra ou tout, et après on pense à l'aspect sécurité. Moi, je pense que l'aspect sécurité doit être conçu dans le design même de la solution, à tous les niveaux du processus de la solution. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que ça vienne une brique par la suite. C'est vrai que par le passé, on faisait ça, après, on pense à l'aspect sécurité. Maintenant, c'est devenu très essentiel pour éviter autre chose, problème de compatibilité, problème d'argent de plus, un truc comme ça. Voilà. Pour anecdote, il y a pas mal qui commencent d'abord à mettre un ERP qui coûte très cher parce que c'est un investissement décidé par le management et ils laissent la partie sécurité à la fin. Ça vraiment, c'est faux.
C'est risqué pour l'entreprise et pour l'investissement. Il y a plus de 60 questions. Je vous assure que ce n'est pas évident de sélectionner 60 questions. Hein. Mais bon, j'essaye, je fais de mon mieux. Avec l'évolution rapide des régulations en cybersécurité, NIS2, DORA, Cyber Resilience Act, etc., et la complexité croissante des infrastructures critiques, comment un pays comme l'Algérie peut-il assurer une mise en conformité efficace sans freiner l'innovation et sans créer une dépendance excessive aux grands fournisseurs technologiques? Existe-t-il un équilibre viable entre souveraineté numérique, résilience et pragmatisme réglementaire? Voilà, excellente question, bravo, elle est au top. I'm going to try to take the lead and answer this question. It's a very interesting question, by the way. Actually, when we talk about DORA, NIS2, and all of these types of regulations, we need to understand the context that is applicable or the scope of applicability for this regulation. So in this case, DORA and NIS2 are applicable usually in Europe and more specifically on financial institutions. But okay, usually we do have some third-party services, so in a way or another, or directly or indirectly, you might be implicated with this DORA, NIS2, and other types of regulations like the CRA, Cyber Resilience Act, and so on. But there is a very, very simple solution, which is called an EMS, an integrated management system. So usually we do use this approach when we are dealing with ISO management systems, like 9001 and ISMS based on 2701 and so on. But the trick is that we can do a mapping between DORA clauses or requirements, NIS2 requirements, and the RNSI as an example, and the ISO 2701. So we can do a mapping about these, let's say, 4 types of regulations, laws, frameworks, and standards. We can sort out an overall map applicable to our scope of organization, and we can apply the majority of these clauses or controls only once. So this will save us time, it will save us resources, it will save us even efforts, and it will assure us that we will meet the deadlines, especially when dealing with laws and regulations. Like in Algeria, we do have the 1807 law, the equivalent of the GDPR or RGPD, la Régulation Générale de Protection des Données. So in the majority of cases, we can use this approach in order to implement only once a system that usually will be compliant, let's say, approximately 90 or 95% with other laws and regulations applicable, like no matter where you are located or no matter like the type of business that you are doing in your certain industry. Okay. Thank you. Pour rajouter quelque chose. En fait, comme il a expliqué, c'est pour le moment, il faut commencer à utiliser des outils qui vont optimiser ce process-là. Et ça existe. Nous, on a développé ça dans notre solution. Donc, si vous voulez voir un démo, on peut le montrer. C'est, comme il a expliqué, c'est de prendre ces différents frameworks et les mapper ensemble et faire l'effort une seule fois. Et couvrir plusieurs frameworks en parallèle. Donc, il y a des façons optimisées. Et comme il a expliqué, c'est faut voir par rapport aux compliance, selon votre location, le business, qu'est-ce que vous voulez. Si vous voulez rentrer dans le marché européen, il faut essayer de couvrir ça, mais il faut le faire intelligemment. D'accord. Menat? Oui, très rapidement. C'est toujours la dualité entre le cadre réglementaire et l'innovation. On voit qu'il y a 2 approches. Il y a nos amis chinois ou américains qui dérégulent beaucoup. Et donc, effectivement, l'innovation va très, très vite. Elle est sur une courbe très verticale. Et ça ne les empêche pas ensuite de vendre leurs innovations aux Européens, par exemple, ou plutôt en Afrique. C'est toujours la façon dont on applique ces régulations. C'est-à-dire que, typiquement, en Algérie, on a l'ANSSI. Si l'ANSSI était chargée d'appliquer un équivalent de la directive NIS2 qui serait transposée ici, par exemple, la question est de savoir est-ce qu'elle va d'abord accompagner les organisations avant de les sanctionner, puisque c'est tout l'enjeu de savoir comment est-ce qu'on prend la main des entreprises et des organismes publics qui n'appliquent pas encore des régulations. Il faut d'abord les accompagner et ensuite, éventuellement, sortir le mécanisme de sanction. Et c'est là qu'il faut un équilibre et ne pas avoir des lois qui n'entraînent que des sanctions et aussi des incitations, naturellement, puisqu'on peut également, par exemple, subventionner la transformation des SI pour se conformer à des règles qu'on aurait édictées. Et de cette façon, on ne bride pas trop l'innovation, mais selon moi, il y a un équilibre à trouver qui est spécifique à chaque pays. Les questions sont de plus en plus intéressantes. Il reste 10 minutes. On est vraiment à la dernière minute, ce genre de questions. Pensez-vous que l'IA puisse vraiment surpasser les hackers en matière de détection et prévention des menaces? Je peux répondre? Oui.
Tout à l'heure, dans la présentation, j'ai mentionné que c'est un avantage grâce à l'IA générative, l'avantage revient aux défenseurs, c'est-à-dire à l'entreprise. Parce qu'ils apprennent de plus en plus par rapport à ce qui se passe donc, comme attaque. Donc il y a un avantage pour les entreprises contre les hackers. D'accord. Si on est équipé. Voilà. Très bien. S'il vous plaît, les organisateurs, n'affichez plus le QR code. Hein. On arrête les questions. Les organismes publics... Les organismes publics sont... Non, il ne faut plus l'afficher. Non. Les organismes publics sont trop rigides et peu réactifs face à l'évolution de la cybersécurité. Ne serait-il pas opportun de penser à d'autres façons de faire pour les convaincre? Vous enlevez le QR code, s'il vous plaît. Tout à l'heure, j'ai posé la question. Hein. Donc, une loi 2020, Oui. c'était 5 ans après. Elle a été promulguée, mais les textes d'application, 5 ans, c'est... Bon, je dirais rigide, peut-être c'est pas le terme approprié. Après, quand on voit ce qui a été réalisé en Algérie en termes de... C'est-à-dire les États, ils sont évalués sur 4 ou 5 critères, qui est l'aspect juridique, l'aspect technologique, l'aspect montée en capacité et tout. Donc, il y a ces aspects-là en Algérie. Si on voit que il y a la création de l'agence en 2020, la loi 1807. Il y a beaucoup de textes sur l'aspect juridique. Hein. L'agence, elle est là, elle travaille. Donc, il y a un conseil national de sécurité du système d'information qui a la tâche de définir cette stratégie-là. Donc, il y a l'agence qui agit au niveau opératif. Et il y a, tout à l'heure, M. Houari il a parlé aussi du conseil national opérationnel du système d'information. Donc, on aimerait bien qu'il soit réactif parce que c'est vrai que dire qu'il n'y a pas d'attaque en Algérie, il y a d'attaque en Algérie. Il n'y a pas de remontée, il n'y a pas de signalement. Donc, c'est malheureux. Il faut qu'on ait cette panoplie-là de menaces qui sont signalées. Et il y a un aspect très important, hein, c'est-à-dire pour créer cet écosystème-là, il faut qu'il y ait de la coopération entre privé et public. Ça, c'est très, très important. On ne peut pas rester tous les acteurs sur là. Il faut qu'on ait, si vous voulez, qu'on avance, si vous voulez qu'on réponde d'une manière, unir nos forces pour avoir, c'est-à-dire une réponse globale aux menaces qui guettent notre pays, nos institutions, nos organisations. Il faut qu'il y ait de la coopération. Bien évidemment, il faut de la coopération aussi avec des partenaires étrangers parce qu'on évolue dans un contexte. Si on voit certains pays africains, ils sont à l'avant-garde. Hein. Il n'y a pas plus tard que le 11 février passé, il y a la Côte d'Ivoire qui a créé un sorte de CERT hein, pour signaler toutes les alertes. Hein. Donc il faut qu'on ait cette obligation-là en Algérie de signaler les alertes et signaler les attaques pour qu'ils fassent un cas d'école et se prémunir et plutôt informer toutes les organisations pour qu'on ne tombe pas une seconde fois dans le même problème. Ça, c'est très, très important. Donc on y travaille, on avance. Normalement, c'est vrai, maintenant, il y a le public et le privé, il est là, hein, donc il n'y a pas de rigidité, je pense. Il faut juste unir nos forces pour avoir, c'est-à-dire prendre une stratégie. D'accord. OK. I'd just like to add a side comment. Yes. So I perfectly agree. Thank you very much for the comments that you provided. Usually we can simplify this by collaboration, coordination, and cooperation. And this is one of the major critical things that we should have in Algeria with its different allies and different countries and so on. And for your information, the CNOSI, that is part of the ASI agency, it will play the role of the National Algerian CERT, the Computer Emergency and Response Team. So for coordinating cyber attacks, conducting incident response efforts, and so on. So things are moving forward. Hopefully, we'll be able to accelerate all of these initiatives, inshallah. Très bien. Peut-on vraiment automatiser la cybersécurité sans perdre en flexibilité et capacité d'adaptation? On ne pourra pas tout automatiser. Je pense que l'automatisation va nous aider à améliorer la cybersécurité et aussi à répondre aux défis qu'on a dans la cybersécurité. Donc au niveau de la détection, au niveau de la collection, au niveau plein d'aspects par rapport à la cybersécurité. Mais ça va aider, on doit le faire, on doit utiliser l'automatisation, sinon on ne pourra pas... Déjà, même les adversaires utilisent déjà l'automatisation et l'AI. Donc on doit aussi l'utiliser pour pouvoir répondre. Mais on doit toujours laisser l'aspect humain. L'humain, c'est important dans la cybersécurité. D'accord. Il faut toujours laisser l'aspect humain. OK. Comment régler le problème du nombre des logs et des alertes dans une solution réponse automatique aux incidents?
car on ne peut pas focaliser seulement au critical alert. Est-ce qu'il y a une solution IA suffisante pour régler ce problème? Si oui, comment éviter les faux positifs? Il faut tout. Ah ouais, c'est une thèse, quoi. Oui. Donc, Réponse rapide. moi, je vous invite à venir voir notre solution. On l'a fait. Donc, on a automatisé le triage des alertes pour faire ça. Je peux vous partager un petit peu comment on l'a fait et répondre en détail peut-être après le panel. Parfait. Ben, je pense que... Oui, Tsoufir? Alors, je veux rajouter une chose, s'il vous plaît, par rapport à tout ce que mes confrères ont développé. D'abord, il faut connaître son ennemi, son adversaire. Les process, c'est très important. Qu'est-ce qu'on a à protéger? Il faut poser cette question à toutes les institutions ou les entreprises. Est-ce que vous avez des données à protéger? Et si jamais ces données fuitent, qu'est-ce que vous avez à perdre? Ça, c'est important. Et quel est le budget que vous pouvez mettre sur la table pour protéger tout ça? Donc ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Je pense que le gouvernement, avec les agences qu'ils ont mis en place, tout a été clair. Donc il y a un risque. On ne sait pas juste le qualifier, au fait, budgétiser la solution. Tous les acteurs dans la cybersécurité posent toujours la même chose, la même question aux clients. Combien vous êtes prêt à mettre sur la table et qu'est-ce que vous risquez si jamais vous n'êtes pas protégé? Si on répond à cette question, tout va venir après. On peut recruter, les entreprises pourront mettre des DSI ou des RSSI, des compétences, former des compétences parce que ça a un coût, acquérir des solutions, ça a un coût, et aussi peut-être, pourquoi pas, développer des solutions locales. Mais ça a un coût. Ce n'est pas un ingénieur qui est tout seul, qui est vraiment une pépite et qui va essayer de faire un truc tout seul. Ça ne marche pas tout seul. Il faut toute une équipe derrière. Il faut vraiment... ça a un travail coût. colossal. Voilà. Allez, une petite dernière, je ne peux pas la louper celle-là. Comment garantir que le modèle d'IA utilisé en cybersécurité ne représente pas en soi une menace pour la sécurité? Non. En matière de fiabilisation des modèles, ça c'est encore des questions qui sont dans le domaine de la recherche actuellement et que beaucoup de chercheurs explorent et travaillent dessus, mais il y a une tendance qui consiste à avoir, tenez-vous bien, des modèles qui évaluent d'autres modèles et notamment leur caractère éthique et leur propension à être retournés ou pas. Donc la réponse, je dirais, elle n'est pas encore tout à fait sèche, mais du moment où on utilise un modèle, on ne peut pas être sûr à 100% qu'il soit absolument fiable. La nature même de ce modèle-là, et les réseaux neuronaux, enfin vous rentrerez dans les détails de la conception de ces modèles-là, fait qu'on ne peut pas avoir une certitude complète. Parfait. Applaudissements pour ce beau panel. Merci. Vous pouvez disposer. Merci messieurs et merci à vous pour la pertinence de vos questions, bien sûr. Merci.